Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 18 mai 2025. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, la rencontre des directeurs généraux des douanes des pays de l'AES. Une rencontre tenue cette semaine à Bamako avec comme objectif principal la validation des textes juridiques en vue d'une harmonisation des administrations douanières des 3 pays de l'AES. Nous aurons des éclairages avec le directeur général des douanes du Mali, l'inspecteur général Amadou Konaté. Bonjour, Monsieur Konaté, et bienvenue. Bonjour, alors Thème. Notre deuxième sujet, c'est le Fonds de solidarité de la presse. Officiellement lancé il y a quelques jours, le Fonds Sopresse vise à renforcer la protection sociale des journalistes. Le président du Fonds est avec nous. Il s'appelle Bassidiki Touré. Il nous édifiera davantage sur cette initiative. Bonjour, Monsieur Touré, et bienvenue. Bonjour, Monsieur Koné. Les directeurs généraux des douanes des pays de l'AES étaient réunis cette semaine à Bamako. Il s'agissait d'une rencontre d'échange sur les mesures à prendre pour harmoniser, entre autres, les procédures douanières au sein de la Confédération AES pour plus d'efficacité dans l'atteinte des objectifs. Suivons d'abord le reportage de Tamsir Diabaté à l'ouverture de la rencontre et on revient sur le plateau. Les soldats de l'économie en revue de troupes témoins et acteurs clés pour la bonne marche de la Confédération des États du Sahel AES. Bamako ouvre ainsi ses portes aux directeurs généraux des douanes de l'espace confédéral. Une volonté affichée des 3 chefs d'État à faire des administrations des douanes un modèle d'intégration économique. Cela s'appelle transformer les défis en opportunités, au grand bonheur des peuples de l'AES. Les États et les peuples de la Confédération des États du Sahel comptent sur leurs administrations douanières pour une union douanière des peuples, pour plus d'intégration de leurs économies, pour booster leur développement à travers l'harmonisation des textes et procédures, l'assistance administrative mutuelle, la lutte contre les trafics illicites et la criminalité transnationale. Les défis sont certes immenses, mais je ne doute pas de votre engagement pour les relever. C'est pourquoi je vous engage à accélérer la réalisation de l'architecture juridique nécessaires en vue de l'harmonisation des procédures douanières et d'échange d'informations pour l'atteinte des objectifs que se sont fixés les plus hautes autorités de notre espace. Permettez-moi de vous transmettre les salutations fraternelles du président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, ainsi que celles du gouvernement et du peuple malien aux plus hautes autorités du Burkina Faso et de la République du Niger, particulièrement leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Abdourahmane Tchani. À l'agenda des 2 jours de travaux, les directeurs généraux valideront les textes juridiques proposés par les experts, des instruments qui institutionnalisent le prélèvement confédéral en lien avec l'harmonisation des procédures douanières. En tout cas, les directeurs généraux entendent imprimer une nouvelle dynamique à la coopération douanière. En somme, les soldats de l'économie s'inscrivent dans la logique de la montée en puissance juridique de l'écosystème des douanes de l'AES. Ce sont des réflexions stratégiques que nous menons sur la base d'orientations qui ont été données par les 3 chefs d'État de la Confédération pour nous permettre de bâtir une confédération sur le plan déjà juridique, mais surtout pour faciliter la circulation des marchandises, des biens et des personnes. Et toute intégration commence d'abord par une facilitation des échanges. Nous sommes en train de nous atteler sur justement la mise en œuvre, donc l'élaboration et la mise en œuvre d'un code des douanes, des procédures relatives à la simplification, à l'harmonisation de certaines pratiques. Déjà, il y a des projets de texte sur le nouveau code des douanes, sur les règles d'origine, sur également l'assistance administrative mutuelle entre les 3 administrations membres, mais aussi réhabiliter la profession de commissionnaire en douane agréée. Avec la Confédération de l'AES, nous évoluons dans une autre union douanière. Et dans cette union douanière, très sincèrement, l'un des piliers essentiels, c'est vraiment le pilier douanier.
Et le pilier douanier comporte beaucoup d'aspects d'harmonisation. Parce que quand vous décidez de créer votre union douanière ou votre confédération, vous parlez d'harmonisation, vous parlez de façon de faire ensemble. Et c'est pour cette raison que dès la signature du traité, les DG se sont réunis immédiatement. On ne va pas dire on est comblé, mais on est très optimiste. À l'ouverture des travaux, les participants ont reconnu et salué le leadership de l'inspecteur général Amadou Kodaté, non moins vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du centre. Et sous le rythme de la kora, les 21 cordes chantent l'AES dans une civilité sahélienne. Monsieur le directeur, vous êtes réuni avec vos collègues du Niger et du Burkina, mais aussi avec d'autres experts. Des travaux qui ont abouti certainement à des conclusions, mais quel est le principal enseignement que vous tirez de cette rencontre de Bamako? Merci beaucoup, Lortem. Beaucoup d'enseignements. Le premier, c'est vraiment l'accompagnement des plus hautes autorités, vraiment à nous donner les meilleures orientations et à faire en sorte qu'on a pu tenir cette rencontre-là. Le deuxième qu'on peut s'en tirer, c'est que effectivement à Bamako, nous avons pu faire d'abord la rencontre de tous les experts de nos 3 pays de l'AES et par la suite les 3 directeurs généraux ont marqué l'événement par leur présence effective à Bamako. Et ce qu'on tire de tout ça, c'est que en fait, ce sont les résultats de cette rencontre-là. Et c'est il y avait des textes juridiques à valider. Oui, effectivement, cette réunion de Bamako fait suite à d'autres réunions. Vous savez, les douanes ont été l'un des premiers services à se rencontrer, les directeurs généraux de la Confédération de l'AES, conformément à la volonté des 3 chefs d'État. Parce que nous sommes conscients, comme je l'ai dit tout de suite dans le reportage, de l'importance du pilier douane vraiment dans la construction de cette confédération. Donc nous avons une première rencontre à Niamey, d'autres rencontres. Et donc la rencontre de Bamako, il s'agissait dans un premier temps de faire le point des recommandations qui ont été faites à l'issue de ces rencontres-là et de voir où est-ce qu'on en est en termes d'harmonisation de nos procédures et de nos pratiques. Où est-ce qu'on en est avec les nouvelles, orientations données par les plus hautes autorités sur la conduite à tenir après. Mais il y a que vous devriez harmoniser les textes juridiques, mais vous étiez déjà en avant parce que vous aviez des textes harmonisés peut-être avec d'autres organisations comme la CEDEAO et l'UEMOA le temps. Ça vous a facilité la tâche? Absolument. Vous savez, la chance que nous avons au niveau de la Confédération de l'AES, c'est que les 3 administrations douanières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, nous sommes acteurs des unions douanières de l'UMOA et de la CEDEAO. Et donc, nous avons participé à l'élaboration de ces textes d'harmonisation. Et comme vous l'avez dit, ça nous facilite la tâche au niveau de... Il s'agit de ramener ces textes-là au niveau de la Confédération de l'AES et de les adapter, disons, au contexte nouveau. Au contexte nouveau, avec des orientations claires qui ont été données, parce que nous voulons, conformément à la volonté des autorités, cette fois-ci, un regroupement, disons, une confédération ou une union douanière des peuples. Il faudrait que les peuples sachent, contrairement, c'est pas pour critiquer et jeter tout ce qu'on a fait derrière, il faudrait qu'on sente cette fois-ci que ce que nous faisons, c'est du nouveau.
et les premiers bénéficiaires doivent être les populations et les facilitations au niveau des frontières. Et c'est beaucoup plus pour avoir une union douanière, pour avoir des textes, mais est-ce que ça devrait vous permettre aussi d'améliorer les recettes? Parce que c'est là la question principale. Absolument, absolument. En fait, quand on parle d'harmonisation, des procédures, des pratiques, oui, de libre circulation des personnes, des biens et services, de sécurisation des frontières, mais derrière ces clichés, il y a toujours l'objectif d'amélioration de nos performances en termes de recettes douanières. Et par cela, l'harmonisation concerne également les réformes que nous devons faire ensemble. Et l'assistance administrative mutuelle entre les trois pays en matière de lutte contre la fraude et les trafics illicites et la criminalité. Donc tout cela mis ensemble, les objectifs recherchés au bout, c'est d'abord l'amélioration des recettes et l'amélioration de nos prestations au bénéfice de l'État et des usagers. Et à propos de recettes, est-ce que vous allez revoir les tarifs communs? Oui, quand je parle d'harmonisation des textes et de nos pratiques, il s'agit absolument, il faut revoir tous les textes que nous avons avec d'autres unions douanières. Il s'agit des aspects tarifaires, il s'agit des aspects de règles d'origine, on est allé même jusqu'au niveau des pratiques concernant l'exercice de commissionnaires agréés en douane. Il s'agit de revoir tous les instruments de coopération douanière, améliorer la coopération douanière et revoir les instruments conformément à cet objectif-là. Mais cela ne met pas en cause des accords bilatéraux qui sont anciens. Et voilà, les accords bilatéraux que les uns et les autres. Mais en même temps, nous faisons l'ouverture pour des négociations. Nous ne fermons pas la porte. L'AES n'est pas une confédération fermée. Ça veut dire c'est pas fermé, ça veut dire que vous allez collaborer toujours avec les autres pays de la CEDEAO, c'est ça? Avec la CEDEAO de façon générale comme entité. La coopération avec la CEDEAO, le directeur général des douanes est à un niveau, ce n'est pas lui qui décide ça, mais la confédération, elle est ouverte. Elle est ouverte, elle n'est pas fermée. Je crois que d'autres voix plus autorisées l'ont dit. Et effectivement, nous avons profité de notre conférence, de notre réunion, pour donner des avis, nos avis, de façon confidentielle aux autorités, au cas où il y a des négociations avec certaines organisations régionales, sous-régionales, ou avec des pays pris isolement. Un mot avec vous, Bassili Touré. En tant que journaliste, vous observez, vous voyez comment tout cela se passe. Harmoniser les textes juridiques des pays, des unions douanières ou des douanes des pays de l'AES. Est-ce que vous pensez que ça permettra d'aller plus loin? Bon, avec M. Konaté, nous savons tous qu'effectivement, ça peut vraiment aller loin, parce que depuis son arrivée à la tête des douanes du Mali, nous avons compris effectivement que les autorités ont mis leur confiance à un homme de Sirail, qui connaît très bien tous les rouages des douanes. Bon, harmoniser, il faut vraiment aller vers ça, parce que les pays de l'AES, depuis un certain temps, suivent un peu les orientations données par les autorités des pays de l'AES. Maintenant, pour quelqu'un qui peut vraiment mettre tout ça en œuvre, je crois bien que cet homme de Sirail peut bel et bien le faire, parce qu'il parvient d'abord à mobiliser les recettes et souvent aller jusqu'à faire des excédents. Donc c'est à son actif. Et à lutter aussi contre les trafics. Les trafics, voilà, justement. Monsieur le directeur, vous pouvez nous parler un peu aussi du prélèvement confédéral, parce que ça c'est une décision qui a été prise, je crois bien, au mois de mars. Et qu'est-ce que ce prélèvement confédéral va vous amener à faire? Merci beaucoup. Mais papa, ce que ça va nous amener à faire, en fait, c'était l'une de nos revendications et de nos propositions, parce que à la suite des nos différentes réunions, nous avions fait des propositions confidentielles aux autorités et concernant beaucoup d'aspects.
Vous savez, quand on va à une confédération comme celle de l'AES, la première question qu'il faut se poser déjà, comment ça va être financé? D'accord. Alors, il y a beaucoup de sources de financement. Et nous, en ce qui concerne les douanes, effectivement, nous avions proposé qu'il fallait faire un prélèvement sur les marchandises en provenance de pays tiers pour financer les activités de la Confédération. Des pays en dehors de l'AES, bien sûr. De l'AES, bien sûr. Alors, donc, effectivement, je suis très heureux de vous annoncer que les autorités nous ont suivis. Et vraiment, nous sommes très heureux d'annoncer qu'effectivement, il y a une décision qui a été signée pour asseoir ce prélèvement qui va remplacer un autre prélèvement que je ne vais pas citer, alors, et qui est déjà configuré au niveau de tous les systèmes informatiques douaniers des 3 États. Et donc, il y a d'autres niveaux de prélèvement ailleurs, dans d'autres secteurs. Mais le principal, la première source de financement au niveau du cordon douanier, c'est le PCAS, et ça a été acté. Mais ça ne va pas créer de problème avec, par exemple, les pays de la CEDEAO qui étaient dans la même organisation que vous? Nous, on ne voit pas de problème parce que nous sommes sortis de la CEDEAO. Donc, je ne voulais pas citer, mais ce prélèvement, il remplace le prélèvement qui était fait en faveur de la CEDEAO. D'accord. Et donc, ça ne crée aucun problème. Et maintenant, en parlant des textes juridiques, on sait qu'il y a, ça va vous permettre encore davantage de veiller à la circulation des biens et des personnes, mais est-ce qu'au même moment, vous pouvez être encore beaucoup plus vigilant? Parce que quand on dit facilitation de la circulation des personnes et des biens, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un moment de relâchement en termes de vigilance? Vous savez, nous restons vigilants. C'est-à-dire que facilitation n'est pas contraire à la vigilance. Vous savez, le Mali, tous les 3 pays sont signataires des accords de facilitation des échanges. Et nous, pays de l'Interland, que ce soit le Burkina, le Mali, le Niger, notre premier port, c'est vraiment la rotation des véhicules. Donc nous avons intérêt à vraiment à jouer sur le temps de dédouanement. Donc faciliter les contrôles, rationaliser les contrôles. Et nous mettons tout ça dans ce que nous appelons la gestion des risques. Et puisque nous n'avons pas, on ne peut pas tout contrôler. Puisqu'on ne peut pas tout contrôler, il faut cibler ce qui doit être contrôlé et dans l'efficacité. C'est-à-dire que tout ce que nous voulons faire entre nous, facilitation, libre circulation, harmonisation, en toile de fond, il y a la sécurisation de nos frontières et la sécurisation de nos recettes. Et le Premier ministre, quand il nous a reçus en audience hier, il a insisté sur cet aspect qui est extrêmement important et qui est intégré à tout ce que nous faisons. Oui, facilitation, oui, mais on garde la vigilance. Et justement, dans le cadre de la vigilance, il y a la lutte contre le trafic illicite, il y a la lutte contre la criminalité. Vous comptez beaucoup plus collaborer entre vous dans ce cadre-là, ou alors est-ce que vous comptez sur l'implication d'autres partenaires en dehors de l'AES? D'abord, nous comptons sur nous-mêmes. Nous comptons sur nous-mêmes, c'est-à-dire que nous avons signé, disons, dans nos propositions, nous avons proposé la signature d'accords administratifs mutuels au sein de l'AES. C'est-à-dire qu'en cas de... Nous allons mutualiser nos efforts. Mutualiser nos efforts dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites et la criminalité transnationale. Et nous permettre à nos unités, en cas de poursuite à vue, par exemple, entre le Mali et le Burkina, de continuer jusque sur le territoire burkinabé. Donc, il y a un accord dans ce sens-là. Et donc, nous comptons sur nos efforts. Nous travaillons pour renforcer nos capacités. Et grâce à Dieu, grâce à l'accompagnement des autorités, et je pense que nous sommes en train d'aller dans ce sens-là. Mais nous ne fermons pas la porte aux partenaires, au partenariat. Et la preuve est qu'en tant que vice-président, je viens de la conférence des donateurs du Nigeria, au Nigeria. Et nous avons, tous les 3 pays ont des réformes de modernisation. Et parmi ces réformes de modernisation, effectivement, il y a beaucoup d'aspects de sécurisation.
Et quand nous renforçons nos capacités, entre nous d'abord, nous renforçons nos capacités individuelles avec des partenaires, et tout ça, c'est au bénéfice de la Confédération de l'AES. Parce que vous, 3 pays, à vous seuls, il n'est pas évident que vous puissiez arriver à lutter contre ce trafic-là. Vous savez, c'est pourquoi nous félicitons de la création des organisations sous-régionales et régionales. C'est-à-dire nous sommes dans un monde planétaire et tout ça, voyez-vous, nous sommes au-delà de l'AES, au-delà d'autres organisations régionales et sous-régionales, nous sommes au niveau de l'Organisation mondiale des douanes, l'OMD. L'OMD qui regroupe à peu près 98 pays, disons 186 pays, pardon, et qui gère 90% du commerce international. Alors, ça me fait, nous avons vraiment, vous me donnez l'occasion, vous êtes justement vice-président, on en parlait tout à l'heure, mais juste dans le cadre de cette lutte contre les trafics illicites, vous avez saisi cette semaine une importante quantité de drogue et d'explosifs. Comment vous êtes parvenu à ce résultat? Est-ce que c'est aussi avec la collaboration avec les pays de l'AES ou en dehors des pays de l'AES? Comment ça s'est passé? Très bien. Vous savez, chaque administration de l'AES est structurée. Hein? Nous, pour le cas du Mali, nous sommes structurés de la façon suivante. Il y a ce qu'on appelle déjà les brigades de première ligne, constituées par les brigades au niveau des frontières, les postes de surveillance. Nous avons en retrait les brigades de seconde ligne constituées par les sections recherche et les brigades mobiles d'intervention. Et nous avons des structures de contrôle de troisième ligne constituées par la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude et la direction des contrôles après dédouanement. Nous sommes structurés de cette manière. Et toutes ces structures, au-delà des flagrances, des cas de flagrants délits ou de crimes, travaillent avec le renseignement douanier. Aujourd'hui, le renseignement douanier est en train d'être exploité judicieusement par l'ensemble des services. Alors, donc, pour revenir à la saisie, moi, je l'appelle saisie hors norme. La saisie hors norme du 15, vous savez, cette saisie a retenu mon attention par rapport à plusieurs aspects. D'abord, la nature même des marchandises saisies. Ouais, c'est ça. Et leur dangerosité, leur source de c'est-à-dire en fait on a saisi d'abord des marchandises très dangereuses qui devraient être utilisées à des fins criminelles. Nous avons également saisi des marchandises qui étaient dans le même véhicule et qui servaient de source de financement à cette activité criminelle-là. Et ce qui est finalement... Quand vous parlez d'activité criminelle, vous pensez aux terroristes? Absolument, absolument. Parce que quand vous saisissez des bâtonnets d'explosifs, des fils qui servent qui servent à lier ces bâtonnets aux détonants, eh bien, c'était pas pour faire plaisir à la ménagère de Koulanieba. Pas du tout. Bon, voilà. Donc, c'était très dangereux. C'était très dangereux et ça, c'était ahurissant quand nous avons vu. Et en même temps, il y avait de la drogue. Il y avait des boissons alcoolisées. Et nous savons que ces drogues et ces boissons alcoolisées devraient être vendues à des Maliens. Et qui sont source de revenus. Et ces revenus devraient contribuer à financer dans la durée l'activité criminelle. Et donc, l'autre élément qui a retenu notre attention, c'est le moyen de transport utilisé. C'est-à-dire, généralement, les douanes s'intéressent aux véhicules de transport de marchandises et s'intéressent de moins en moins aux véhicules de transport en commun. Mais cette fois-ci, vous savez, autant nous développons nos stratégies, autant les auteurs criminels travaillent, ils ne dorment pas. Alors, donc, ils ont utilisé cette fois-ci un bus de transport en commun. Ils l'ont aménagé. Ils l'ont découpé. Ils ont mis des caches aménagées.
En fait, les passagers étaient assis sur des explosifs, au fait. Bon, donc, ce mode opératoire, on pensait qu'on n'allait pas le voir. Ouais. Et ensuite, ça c'est grâce au renseignement que vous avez découvert. Justement, ça. Ouais. Et le dernier qui avait été aussi réfléchi par les acteurs criminels, c'est que c'est fait au moment où les douanes étaient mobilisées pour organiser la rencontre des DG de l'AES. Et pensant qu'en ce moment-là, l'attention des douaniers est ailleurs, et ils baissent la garde. Mais ils ont joué, ils ont perdu. Ils ont joué, ils ont perdu. Donc ça, c'est une saisie hors norme. Et j'en profite pour féliciter vraiment toutes les structures, l'ensemble des structures, d'abord de recettes, ça on en a parlé, mais l'ensemble des structures de lutte contre la fraude. Les gens, on est très heureux que le renseignement douanier est en train d'être exploité judicieusement. Est-ce que vous savez déjà de quel pays ces marchandises étaient exportées ou importées, étaient importées de quel pays? Introduites. Parce que là, ce n'est pas une importation, c'est une infiltration frauduleuse ici. C'est pas une importation. Donc, je préfère ne pas en parler parce qu'une procédure aussi dangereuse, et les dossiers sont transmis au procureur. Je ne souhaite pas en parler sur le plateau, et vous comprendrez que les enquêtes sont en cours. Je ne parlerai pas du pays de départ, je ne parlerai pas du pays de transit, je ne parlerai pas de la compagnie en question. Je pense que tous ces éléments ont été transmis au procureur et il est en train de faire son travail. Je ne peux pas faire son travail à sa place. Mais il y a eu une collaboration quand même avec les pays de l'AES pour... il faut avouer que ce mode opératoire, en tout cas cette saisie a échappé. En tout cas à certains pays de l'AES. Il faut le reconnaître. Et c'est pour cette raison qu'on a profité de la réunion pour partager l'information avec nos collègues du Burkina et du Niger, pour qu'ils sachent ce qui peut se passer, ce qui s'est passé au Mali peut se passer chez eux. Ça veut dire concrètement, au-delà de votre combat pour améliorer les recettes douanières, vous êtes aussi vraiment focalisé sur la lutte contre le trafic de tout genre. Absolument. Nous avons reçu 3 pertinentes orientations du ministère de l'économie et des finances qui sont conformes à nos missions et qui sont conformes à notre plan stratégique qui est en alignement stratégique aussi avec le plan stratégique de l'OMD. Et il faut faire les recettes. Il faut réaliser les recettes pour conforter les finances publiques. Deuxièmement, il faut lutter contre la fraude et les trafics illicites et lutter contre la criminalité transnationale. Et troisièmement, il faut faire des réformes. Parce que ce sont les réformes, la mise en œuvre des réformes vraiment qui améliorent les résultats des deux premières orientations. Donc nous travaillons dans ce cadre-là. En termes de recettes, on sait que ça a été souligné, vous avez fait des performances, mais est-ce que cette année, vous allez faire mieux que l'année passée et l'année prochaine, faire mieux que cette année? Vous savez, l'évolution des recettes douanières, à part quelques années de creux, c'est une évolution régulière. Voyez-vous, en 1990, les douanes ont été félicitées. J'étais déjà en douane. Hein. D'accord. Les douanes ont été félicitées pour avoir réalisé dans l'année 34,8 milliards. Oui. 34,8 milliards. Oui. Et en fin 2024, les douanes ont réalisé 898 milliards. Donc le chemin, il est là. Et en 2023, il y a des chiffres, 2021, 2020. Bon, donc, et les douanes ne peuvent pas se permettre en droit, et ça va être, ce n'est pas notre souhait, c'est que même 2025, il faut qu'on fasse mieux que dans l'année 2024. Et qu'en 2026, si peut à Dieu, qu'on fasse mieux que 2025. Un mot, Bassirou Touré, vous suivez aussi l'évolution des recettes douanières. Vous pensez que le Mali, sur ce plan, avance beaucoup? Avant de répondre à votre question, et il faut surtout noter quelque chose. Vous avez vu toutes les explications que le DGA a données.
Et je crois bien que c'est ce travail acharné qu'il a eu à faire, à la tête même de la douane, qui lui a permis d'être vraiment à ce niveau national, sous-régional et même international. Donc il faut vraiment le féliciter pour ça, et ainsi que la saisie record des drogues et puis des explosifs, dont la finalité est vraiment connue. Ça allait tomber dans les mains des terroristes pour faire encore des dégâts inestimables. Vraiment, et quelle prouesse, il doit être vraiment remercié encore pour ça. La mobilisation des recettes, bon, vous avez compris, l'année dernière, ceux qu'ils ont eu à mobiliser, ils ont reçu les plus grandes félicitations des autorités du pays. À chaque fois qu'il y a des prouesses de ce genre, je crois bien que c'est le ministre de l'économie et des finances lui-même qui adresse des lettres de félicitations au DG et puis à toute son équipe. Donc le fait d'aller vers la mobilisation et même le record que l'année dernière, en tout cas, je ne doute pas de cela. Monsieur le directeur, un dernier aspect, vous êtes vice-président de l'Organisation mondiale des douanes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Oui. Sur ce plan, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Merci beaucoup. Avec l'autorisation des plus hautes autorités, au cours de la conférence des directeurs généraux des douanes, 30e conférence des directeurs généraux des douanes et commissaires généraux à Banjul, en Gambie, nous avons sollicité l'organisation de la 30e conférence à Bamako. On avait besoin de le faire à l'époque parce qu'on pensait à ce moment-là que le Mali était un pays infréquentable. Isolé. Les autorités nous ont donné leur accord et nos frères directeurs généraux et commissaires généraux ont accepté que Bamako abrite la 30e conférence des directeurs généraux et commissaires généraux. Et nous avons profité, nous avons fait d'une pierre deux coups. Alors donc nous avons demandé aux mêmes autorités que nous avons l'intention, la direction générale des douanes a l'intention de briguer la vice-présidence. Ouais. Vous savez, l'Organisation mondiale des douanes est divisée en 6 régions, dirigées par des vice-présidents. L'interlocuteur entre le secrétaire général de l'OMD et les régions, ce sont les vice-présidents. Exactement. Toutes les activités qui sont menées au niveau de chaque région est pris en charge et accepté et adopté par le vice-président. Les budgets sont gérés par le vice-président. Donc, nos 6 régions, 6 vice-présidents, y compris la région Afrique occidentale et centrale. Donc, au cours de la 30e conférence, vraiment, nous avons été le Mali, la direction générale des douanes du Mali a été vraiment avec brio sollicité vraiment de prendre la vice-présidence pour un mandat d'1 an renouvelable, s'il le souhaite. Le bilan qu'on en tire, c'est que on va à Kinshasa en fin de ce mois pour défendre ce bilan. Je pense que votre émission, le temps ne nous permet pas vraiment. Mais vous savez, on ne va pas tomber dans l'autosatisfaction. Je pense que ce que nous avons fait pendant 1 an est très bon. Est très bon parce que nous avons été élus sur la base d'une vision. Nous avons la base d'une vision, sur la base de certaines valeurs, et nous sommes fixés des objectifs pendant notre mandat. Aujourd'hui, je suis en attendant que je puisse aller faire le bilan devant nos pères DG, DGD voilà, au niveau de Kinshasa. Nous estimons, parce que nous avons mis en place un cabinet qui travaille sous le contrôle du vice-président que je suis, un cabinet qui est constitué d'experts maliens, mais d'experts aussi de certains pays de la région OMD, c'est-à-dire Afrique occidentale et centrale. Donc le travail qui a été fait en si peu de temps, il est satisfaisant.
et nous allons effectivement à Kinshasa, Inch'Allah, en fin mai, pour défendre ce bilan-là. Et dire à nos frères directeurs généraux des douanes et commissaires généraux, voilà, conformément à la vision que nous avions, voilà ce que nous avons pu faire, voilà ce que nous n'avons pas pu faire, et puisque c'est une continuité, bon, le reste, ça peut se faire après. Et nous souhaitons que votre mandat soit renouvelé au nom du Mali. Peut-être nous aurons aussi l'occasion d'en parler prochainement. Mais pour l'instant, nous passons à notre deuxième sujet d'aujourd'hui, le Fonds de solidarité pour la presse, Fonds Presse, qui a été officiellement lancé il y a quelques jours. Il s'agit d'une initiative qui devrait renforcer la protection sociale des journalistes tout en améliorant leurs conditions de vie. Tchemoko Konaté revient sur la cérémonie de lancement et juste après, on en parle avec le président du Fonds Presse. La presse malienne active sa nouvelle machine de solidarité, concrétisation d'un projet initié par des patrons de presse. Ainsi, le Fonds Presse, Fonds de solidarité de la presse, est porté sur les fonds baptismaux avec comme objectif stratégique l'amélioration des conditions d'exercice de la profession. Offrir une assistance complémentaire aux dispositifs classiques de protection sociale, améliorer les conditions de vie des journalistes grâce à des aides d'urgence, des formations et un accès à la protection sociale. Renforcer la durabilité du secteur par un plaidoyer permanent auprès des décideurs et des partenaires stratégiques des médias. L'adhésion à ces fonds est volontaire et la cotisation mensuelle s'élève à 1000 francs CFA. Précision de taille, aucun retard dans le paiement ne sera toléré. S'agissant de la gestion, elle repose sur une gouvernance participative, inclusive et transparente. Des principes de fonctionnement auxquels devront veiller 3 organes, au premier rang desquels le conseil d'administration. Il définit la politique générale, approuve le budget et les programmes annuels, valide les rapports financiers, modifie les statuts et se prononce sur les questions sensibles comme les exclusions ou la dissolution du fonds. Le comité de gestion est formé de 7 membres. Il veille à la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises par le conseil d'administration. Il gère les finances avec une règle de co-signature obligatoire. Il instruit les demandes d'adhésion, propose d'éventuelles sanctions disciplinaires et assure la coordination quotidienne. Et enfin, le comité technique composé d'experts thématiques désignés selon les domaines d'intervention du fonds. Ce comité appuie les instances décisionnelles. Ainsi, le Fonds de solidarité de la presse se présente comme un instrument d'espoir pour une corporation dont le rôle s'avère plus que jamais nécessaire dans l'éducation citoyenne. Cette cérémonie de lancement officiel a pour parrain Issa Arsena Sissé, un natif de la région de Tombouctou, à qui un hommage mérité a été rendu à travers une déclamation de poèmes. Le Fonds de solidarité de la presse s'inscrit dans une logique de soutien. Il vise à encourager la qualité, l'éthique et l'innovation. Ce fonds est une réponse concrète à la nécessité de garantir un écosystème médiatique viable, pluraliste et professionnel. Combien de fois n'avons-nous pas vu sur les réseaux sociaux des visages de journalistes désespérés à la quête d'un soutien pour se soigner? Quelle honte pour des gens considérés comme étant des modèles qui ont émerveillé à travers le monde. L'un des temps forts de cette cérémonie de lancement est la signature du protocole d'adhésion par une vingtaine de personnes, parmi lesquelles l'ancien ministre de la Communication Yaya Sangaré, le président de la Maison de la Presse, les représentants de la Haute Autorité de la Communication et du directeur général de l'ERTM. Bassiriki Touré, comment est venue cette idée? Quand est-ce que vous avez eu l'idée de lancer cette opération, si on peut l'appeler ainsi, cette opération de solidarité? Comment c'est arrivé? Merci beaucoup. Je crois bien que cela a été rappelé par le président de la Maison de la Presse, mon cher frère et ami Bandjougou Dante, qui a été très clair et qui dit que à chaque fois qu'on ouvre les réseaux sociaux, on voit les visages désespérés, c'est lui qui le dit, franchement, désespérés, des journalistes en quête vraiment d'argent pour se faire soigner. Et là, cela ne peut pas continuer parce que cela retire carrément la dignité aux journalistes et même l'honneur souvent. Maintenant, pour pallier à ça, il y a des doyens de la presse, notamment Sadou Aboulaye Yatara, que je salue ici, et Ali Diara,
qui se sont vus et qui se sont dit qu'il faut vraiment créer un projet bien structuré, bien organisé, avec des organes de gestion fiables pour vraiment lancer les fonds Sopresse. Et le fonds Sopresse va s'occuper des cas les plus sociaux de la presse. Les cas les plus sociaux, ça peut être la maladie ou simplement des journalistes qui auront des problèmes pour délit de presse. Et également, il y aura un autre volet formation diplômante qu'on va essayer de voir avec les écoles de formation des journalistes pour vraiment aller vers des bourses d'études. Oui, mais il y a déjà des structures d'assistance sociale et les journalistes sont certainement adhérents. Justement. Alors, et pourquoi encore créer ce fonds? Justement. Donc, ces structures-là, par exemple, vous allez me parler de l'AMO ou de la mutualité. Beaucoup de journalistes se sont même inscrits à la mutualité malienne, l'Union technique de la mutualité, dirigée par Sissouma, dont la cotisation est fixée à 725 francs seulement par mois et par journaliste. Donc, tout ce que ces organismes-là, ces JOGD, ne peuvent pas gérer, c'est au fond, cela revient désormais au fond, à la gestion vraiment du fonds. C'est le fonds qui va vraiment essayer de gérer tout ça. Et on parle de fonds de solidarité à l'endroit des journalistes. Et quand vous dites journalistes, il s'agit de qui concrètement? Justement, en tout cas, c'est la question la plus pertinente. Il s'agit effectivement des journalistes, des caméramans, des techniciens, de tous ceux qui travaillent dans des médias légalement créés, on le dit, légalement créés en République du Mali. Donc, ça ne va pas s'arrêter seulement aux journalistes, mais c'est les journalistes, les animateurs et les assimilés, comme on le dit chez nous. Voilà, donc du privé et du public. Comme vous avez suivi d'ailleurs dans le reportage, il y a même le DG de l'ORTM qui s'est inscrit. Et même dans le bureau qu'on a eu à constituer, surtout au niveau du comité de gestion, il y a les représentants de l'ORTM. L'ORTM est représenté par Sira Batili et même de l'AMAP, avec Mariam Abdraman Traoré. Et votre fonds a un parrain. Ça, c'est pas très courant. Le fonds Sopresse a un parrain. Pourquoi avoir un parrain? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit venir en aide, vous appuyer? Et pourquoi avoir choisi Issa Arsina Cissé comme parrain? D'accord. Issa Arsina Cissé fait partie désormais des parrains du fonds, parce qu'ils sont nombreux. Mais pour le lancement, on avait besoin quand même à ce que le lancement soit parrainé par un mécène. Nous avons été chez lui parce qu'on le connaissait avant. On lui a expliqué d'abord ce que c'est que le fonds et demandé un peu son cutus pour qu'il vraiment accepte d'aller vers le parrainage, le haut parrainage. Il a accepté. Son cutus, mais aussi sa contribution financière, il faut le dire clairement. Oui, justement, ça peut être démarrer le fonds. Ça peut être également sa contribution financière parce que au-delà même des cotisations, nous allons vraiment en venir. La cotisation qui est fixée à 1000 francs. Au-delà même de ça, on va recevoir des dons venant des mécènes, des dons venant d'autres structures, de l'État et des collectivités, des organismes internationaux, par exemple. Voilà. Donc, nous irons vraiment vers eux parce que la cotisation, 1000 francs. 1000 francs par mois, est-ce que ça peut vraiment gérer tout ce que vraiment on veut faire dans ces projets-là? C'est vrai que 1000 francs, ça ne permettra pas de couvrir les charges, mais vous allez, en dehors de tous les appuis, vous allez aussi mener des activités génératives de revenus? Justement, il est prévu de mener des activités telles que, par exemple, nous l'avons dit, surtout moi dans mon discours, on a parlé de l'organisation des dîners galas, par exemple. Des télétons pour collecter des fonds. Voilà, pour collecter des fonds et puis et même des concerts où on peut s'associer à des activités culturelles vraiment pour générer un peu de fonds et faire fonctionner le fonds de solidarité de la presse. Monsieur le directeur, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément concerné par ce que font les journalistes, sinon oui. Non, quand même, absolument, absolument, absolument concerné. Et vous trouvez, comment vous analysez la mise en place de ce fonds-là? Et je trouve que c'est une très bonne initiative. Vous savez, contrairement à ce que vous avez dit, nous, on est
on est vraiment concerné. Parce que vous travaillez avec les journalistes. Voilà, parce que, en fait, vous savez, nous sommes tous d'accord, quand on veut plus d'efficacité par rapport à des actions, il faut les moyens. Il faut les moyens. On a parlé de manque de moyens, des journalistes qui se trouvent dans des situations quand même... c'est ce qui amène des dérapages. Il faut les éviter. Et pour les éviter, il faut s'organiser pour penser aux sources de financement, comme il est en train de dire, aux mécènes. Parce que quand les moyens sont là, on est presque certain d'abord que ça va mettre de l'ordre dans la maison. Ça met le métier plus ou moins en sécurité et on s'attend à de meilleures prestations. Vous savez, nous sommes intéressés, nous, à l'administration des douanes, parce que, comme je l'ai dit, nous avons une orientation qui concerne les réformes. On ne peut pas faire de réformes sans communiquer. Et pour communiquer, pour avoir l'adhésion, il faut communiquer à l'interne, il faut communiquer à l'externe. Et pour vaincre les résistances, c'est surtout la communication à l'interne. Et vous, ORTM, les journalistes, et nous passons par vous, pour que à l'externe, on puisse vaincre les résistances au changement. Et donc c'est extrêmement important pour nous, quand nous constatons qu'il y a des initiatives comme ça au niveau de ce métier, de ces piliers. J'ai envie de parler de piliers, de ces piliers extrêmement importants. Nous sommes très ravis et nous pensons que c'est une bonne initiative. Monsieur Touré, alors le fonds a été lancé au mois de mai. Est-ce que les premiers adhérents peuvent déjà s'attendre à des retours, ou en tout cas peuvent déjà solliciter le fonds au mois de juin, le mois prochain par exemple? Bon, cela va être impossible, cela va être impossible parce qu'on est en train, il nous faut du temps, il nous faut des temps pour procéder à l'installation, par exemple 6 mois. 6 mois. Voilà, 6 mois. Et d'ailleurs, à partir du 31 mai, on va organiser une retraite pour parler, pour valider le plan d'action et même procéder à la lecture des textes qui régissent un peu le fonds. Donc, les gens peuvent, en tout cas, les cas qui se présenteront à nous, voilà, ils pourraient quand même être gérés à partir de 6 mois après. À partir de 6 mois. Mais ceux qui vont attendre, par exemple, 6 mois d'abord, ou 3 mois, voir comment ça évolue pour ensuite adhérer. Et comment vous allez traiter leur cas? Justement, en tout cas... Ils vont attendre 6 mois voilà, dans chaque métier, il y a des attentistes. Il y a certains qui ne croient en rien et ils attendent à ce qui est vraiment les premiers résultats pour adhérer, mais seulement il n'y a pas de raccourci possible. Et les cotisations ont commencé à partir du mois de mai, et tous ceux qui viendront après le mois de mai, ils vont quand même payer à partir du mois de mai. Même quelqu'un qui va adhérer en décembre, il va payer d'abord à partir de mai. Exactement, c'est bien ça. Et les retraités, les retraités, ils sont concernés pourvu que vraiment ils y adhèrent, parce que on est membre du fonds si réellement on s'acquitte de ces cotisations. Tous ceux qui ne paieront pas les 1000 francs de mensualité et les 1000 francs pour la carte d'adhésion ne pourront pas quand même bénéficier des avantages du fonds. Que cela soit vraiment clair, parce que nous avons vu que dans ces pays, il y a beaucoup d'initiatives pareilles qui se sont vraiment effondrées facilement comme ça. Et donc, on est en train de mettre tous les garde-fous possibles pour veiller à la pérennité du fonds. Et les adhérents peuvent bénéficier de quel genre de prestations? Est-ce que c'est les paiements d'ordonnance? Est-ce que c'est les paiements de consultation? Est-ce que c'est quel genre de prise en charge que vous allez? Justement. Donc, cette question aussi, elle est pertinente, parce que pendant le lancement, nous avons eu à parler de ça. Et le fonds ne va pas servir de moyen de remboursement des frais d'ordonnance. Ça, c'est d'un 2-2. Et tous ceux qui essayent de passer en dehors même du circuit normal. Par exemple, s'il y a un cas de maladie grave chez un journaliste, c'est au journaliste de prendre attache avec le conseil, le comité de gestion. Le comité de gestion qui va transmettre le dossier au comité technique composé des experts, des médecins par exemple.
Maintenant, ils vont essayer de voir avec les rapports médicaux quel genre d'assistance faut-il vraiment accorder à ces malades-là. Et il faut l'approbation du conseil d'administration. Le circuit ne va pas être long pour permettre quand même, si le conseil d'administration approuve pour qu'effectivement on puisse décaisser les fonds nécessaires pour aller vers les structures conventionnées. Je dis bien les structures conventionnées parce qu'on est en train d'aller vers la signature des conventions avec certaines structures hospitalières et qui nous présentent un plateau technique moderne, bien fourni, et pour que vraiment on puisse prendre en charge ces cas-là qui se présenteront à nous. Et il y a des cas c'est possible qu'il y ait des cas d'évacuation aussi sanitaire. Justement. Vous pouvez les prendre en charge aussi. Justement, les évacuations aussi. Comme vous le savez, toujours il faut se baser sur les rapports médicaux. Voilà, il y aura l'expertise et même la contre-expertise pour voir un peu si réellement les plateaux techniques qui sont là, si ils ne peuvent pas prendre en compte c'est la pathologie que présentent les journalistes. On procède vraiment à l'évacuation avec certaines structures hospitalières au Maghreb et même en Europe. On est en train d'aller vers la convention également, justement. Et si un adhérent arrête de payer, est-ce que vous allez lui rembourser son argent? Mais qu'est-ce qui va se passer? Justement, si quelqu'un... En tout cas, 1000 francs CFA, ça peut être par manque de volonté, sinon du DG jusqu'en bas de l'échelle. En tout cas, tout le monde peut donner cette contribution de 1000 francs par mois. Maintenant, si on est en retard de cotisation, nous ne pouvons pas comprendre. On se dit simplement qu'il y a ce manque de volonté qui est là et qui ne va pas dire son nom. Donc, quand on est en retard, on ne pourra pas bénéficier des avantages. Parce que ce genre de projet, il faut faire énormément attention. Il faut être très très clair dès au départ. Tout ce qui peut se faire, il faut vraiment le dire. Tout ce qu'on ne peut pas faire aussi. Parce qu'il y a certains qui vont toujours vers le raccourci pour pouvoir bénéficier des choses. Voilà, ils ne contribuent pas, mais ils veulent vraiment venir. En tout cas, ça ne marchera pas. L'intéressé peut demander l'argent qu'il a eu à cotiser et on rembourse si vraiment il veut se retirer. Est-ce que vous avez pensé au cas extrême, au cas de décès par exemple? C'est les adhérents qui décèdent, par exemple, que Dieu nous en éloigne, qu'est-ce que vous allez faire pour leurs ayants droit, par exemple? Bon, justement, les ayants droit ne sont pas prévus, ils ne sont pas prévus par le fonds, mais par contre, quand un journaliste qui adhère au fonds sous presse décède, nous faisons le devoir vraiment de faire une participation obligatoirement, une participation financière, une aide financière, vraiment pour qu'on puisse l'enterrer dans la dignité la plus totale. Monsieur le directeur, vous allez peut-être vous attendre à ce que le fonds sous presse prenne contact avec vous? Oui, bon, nous n'allons pas nous autoproclamer mécènes, mais nous saluons l'initiative. Et nous collaborons déjà de façon individuelle avec des organes de presse. Et nous avons besoin d'eux. Donc nous pouvons toujours voir ensemble ce qu'on peut faire. Mais quand j'ai entendu la création de ce fonds, j'ai dit que c'est une très bonne chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai dit il y a un grand défi. Il y a un grand défi. C'est vraiment comment gérer tout ça. Entre l'assistance, la solidarité à l'endroit des journalistes et l'obligation de renforcement des capacités. Parce que si on crée un fonds, oui, le fonds, il faut l'utiliser pour l'assistance, mais il faut renforcer également les capacités. C'est des journalistes. Donc j'espère que tout ça, c'est déjà pris en compte. Mais vraiment, le défi de la gestion, je n'aimerais pas être à la place de ceux qui gèrent ça. Et un dernier mot, Basiliki Touré, les organes de gestion, comme le DG parle, les organes de gestion, comment vous allez gérer tout ça? Parce que je sais que vous avez un conseil d'administration, un comité de gestion et puis un comité technique. Comment vous allez vous organiser pour mieux gérer
Justement, vous savez, le conseil d'administration, son rôle est bien connu. C'est le conseil d'administration qui donne des orientations au comité de gestion qui aura la chance quand même de gérer pendant 5 ans, parce que le mandat est de 5 ans, de 2025 jusqu'en 2030. En tout cas, on va suivre les orientations du conseil d'administration. C'est le conseil qui peut modifier les textes, c'est le conseil même qui peut aller jusqu'à la dissolution pure et simple du fonds. Voilà. Donc maintenant, le comité technique va être composé des médecins, des médecins, des journalistes, ainsi que quelques personnes ressources venant de la société civile. Donc cela va nous permettre vraiment de travailler en étroite collaboration pour qu'il n'y ait pas vraiment de dérive. Okay, merci beaucoup Bastiki Touré, merci monsieur le directeur général. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite le journal de 13h avec Bemba Sibi. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.